Ok, ben Ludo, tu as déjà pas mal parlé de ta vie à travers tes vidéos. Je sais que tu es dans le business depuis un moment, que tu as eu pas mal de hauts et des bas, que tu as testé pas mal de choses. Euh, c'est vrai que un parcours d'entrepreneur, il y a toujours des hauts et des bas, hein. Les gens qui pensent qu'un jour ils vont trouver la formule secrète puis que ça va être magique tout le long de leur vie, je pense qu'ils se plantent. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes éléments déclencheurs? Quels ont été les déclics, quelles ont été les choses qui t'ont boosté, qui ont fait en sorte que tout d'un coup ton business il passe à l'étape supérieure? Bah en fait, si tu veux, j'ai toujours voulu être entrepreneur. À la base, je suis un grand rêveur. J'ai toujours été un grand rêveur en fait à l'époque. Je me rappelle mes débuts quand je tombais sur des pages de vente américaines, machin, de mecs qui te vendaient, voilà, ils te vendaient les chèques ClickBank à l'époque. J'ai fait 250 000 dollars dans la semaine, c'est cela. Pendant un an ou deux, j'étais vraiment un grand rêveur et voilà, je trimais pour gagner presque rien. Et le déclic, en fait, je l'ai eu tard en fait. Encore une fois, j'ai pas de regrets. Je dis souvent, ça sert à rien d'avoir des regrets, mais j'ai eu le déclic vraiment tard. C'est-à-dire peut-être 4 ans après la création de ma première boîte. Donc, j'ai fait des boîtes qui marchaient, mais comment dirais-je, je travaillais comme un forcené. Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas quand je dis ça. 12 heures, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, sans prendre de vacances. Je n'ai pas pris de vacances pendant 5 ans pour gagner 1000 euros par mois, quoi. Donc voilà. Puis au bout d'un moment, j'ai tout simplement voulu. Enfin, je me suis dit, il faut désapprendre ce que j'ai appris. C'est-à-dire qu'au début, quand je suis arrivé sur Internet, j'ai suivi des gars, à l'époque c'était des Américains, et ce qu'ils m'ont appris, je me suis dit, c'est comme ça et pas autrement. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais désapprendre et je vais essayer de faire autre chose parce que ce qui marche pour eux, si c'est vrai, en tout cas, ça ne marche pas pour moi. Donc là, tout simplement, j'ai décidé d'arrêter de faire 10 000 formations, parce qu'à l'époque, j'achetais un petit peu tout ce qui passait. Moi, j'étais un client facile, hein. On m'envoyait un email, une bonne page de vente. La photo d'échec, machin, le gars qui a réussi, j'achetais quoi. Et voilà, et la majorité des entrepreneurs que je connais aujourd'hui qui sont encore là ont fait comme moi, enfin on a tous démarré comme ça. Ce qui a fait vraiment le déclic, c'est quand j'ai été dans un grand moment de galère avant de lancer ma première formation sur AdWords en 2007, c'est-à-dire qu'en fait j'avais gagné de l'argent, j'avais pas mis de côté. Voilà, j'ai dépensé. J'étais entreprise individuelle à l'époque en France et en fait l'entreprise et la personne ne font qu'une même personne. Donc il n'y a pas d'histoire d'abus de biens sociaux. Donc tout ce qui rentre, on peut le claquer. Mais il faut quand même payer les impôts à la fin de l'année, les taxes, cela. Et j'avais plus les moyens de payer les taxes, les impôts et tout le bordel. Donc là, j'étais grave en galère. C'est là où il fallait que je rende du cash rapidement. C'est là où j'ai lancé la formation AdWords. Et en fait, le vrai déclic que j'ai eu, alors c'est pas du tout une histoire de marketing, c'est une histoire de confiance. C'est que moi, à l'époque, je ne pensais pas avoir le niveau suffisant pour vendre une formation à des gens. Et j'en ai parlé en fait avec pas mal de mes potes qui étaient commerçants ou entrepreneurs, etc. Et je me suis rendu compte, bah oui, que forcément que eux ils ne connaissaient rien à mon métier. Et donc j'avais largement en fait les compétences de vendre un truc même si je n'avais pas 10 ans d'expérience. Donc ça, c'était le premier déclic, la confiance en moi. Même si je n'étais pas un expert qui a 10 000 heures d'expérience, de pouvoir en fait créer un produit, vendre un truc. Donc voilà. Le deuxième déclic en fait que j'ai eu, c'est que voilà, j'ai acheté des formations. J'avais l'impression en fait d'avoir acquis des choses et que c'était comme ça et pas autrement. Mais voilà, je voyais des gens qui avaient des réussites fulgurantes. Et pour moi, il y avait un truc qui se cachait derrière. Ils ne disaient pas tout, c'était pas possible. Parce que moi, j'appliquais ce qu'on me disait dans les formations et moi, j'avais des résultats qui étaient 100 fois plus petits que les leurs. Donc je me suis dit, ils ne doivent pas tout me dire. Et donc, j'ai décidé de me dire, en fait, je vais, même quitte à aller sur la ligne, voire à la dépasser, je vais faire des trucs peut-être pas propres, ce qu'on appelle le growth hacking dans le domaine du web marketing. Enfin, ça me fait marrer parce que le terme est super à la mode aujourd'hui, depuis un an ou deux, vient temps The Family, mais en fait ça fait des années que ça existe, on l'a tous fait pour ceux qui ont commencé comme moi en 2003. Et donc là j'ai commencé à scraper de l'annuaire, à scraper du LinkedIn, à scraper, enfin à l'époque c'était pas Facebook, mais voilà, en gros scraper, voilà, récupérer des emails en masse, gratuitement et en fait shooter sur des gens ciblés. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, hein, les experts comptables, les avocats, les machins, enfin en gros, tous les gens, à l'époque, j'avais une formation sur le référencement local qui était un peu mon best-seller. Et donc, je me suis dit, qui est intéressé par le référencement local? Bah, tous ceux qui ont un business local. Donc, tous ceux qui ont un point de vente physique, qui font du coaching, qui font venir des clients chez eux, etc. Et donc, j'ai été scrappé niche par niche. Donc, je fais appel à un développeur roumain avec qui je travaille encore aujourd'hui, hein, depuis maintenant des années. Et j'ai fait ça et j'y croyais pas du tout.
parce que je me suis dit je vais scraper des emails, mais personne n'a rempli de formulaire, donc je vais les envoyer et personne ne va les recevoir. Et en fait, j'ai été bluffé par les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de vente. Et ça a été 2 déclics. J'ai acheté pas mal de formations, que ce soit américaines ou françaises. Et ce que j'aime vraiment avec tes formations, avec ton style, c'est que souvent quand j'achète des formations, bon, il y a peut-être 10, 20%, 30% de choses nouvelles que je ne connais pas. Puis tout le reste, c'est un peu du réchauffé. Et avec tes formations, ce que j'ai remarqué, c'est souvent on part vraiment sur des directions complètement inconnues, des choses que je ne connaissais pas ou des choses qui ne se font pas. Et on en a un petit peu parlé aussi lors de mon passage au Sénégal. C'est vraiment que voilà, aujourd'hui, tu m'as dit, je crois que tu suis plus de formation et pourtant, chaque fois, tu arrives avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Comment finalement tu fais pour innover constamment? Parce que bon, c'est vrai que le marketing ça bouge tout le temps, la technologie ça bouge tout le temps, mais en même temps c'est vrai que tout le monde se pompe un peu chaque truc. Donc un peu quelles sont tes méthodes et comment tu fais en fait pour concevoir ces nouvelles idées, ces nouveaux concepts, que ce soit pour ton business ou pour tes formations, ce que s'enseigne dans tes formations? Ouais, j'en ai suivi un tas de formations, essentiellement effectivement aux États-Unis, parce que moi quand j'ai démarré, il n'y avait rien en France. Et ouais, j'ai très vite fait le tour. En fait, la dernière formation où j'ai appris du lourd, c'était la formation de Brad Collen, donc il y a très très longtemps, c'était je sais pas, peut-être 2006-2007 sur le SEO. Et c'est vrai que la majorité des formations françaises que j'ai suivies, c'était du traduit de l'anglais. Donc voilà, toujours très très déçu. Donc voilà, je ne suis plus de formation parce qu'en plus quand on achète aux États-Unis, il n'y a jamais de formation à 100 €, quoi. C'est toujours 2000, 3000 $. Soi-disant la formation du siècle. Et c'est vrai que quand tu as les compétences de base, tu n'apprends rien. En fait, moi, ma mentalité, c'est que quand tu as les compétences de base, c'est à toi de développer tes propres stratégies. Et moi, je marche comme ça, donc je suis très cerveau gauche, je suis très créatif. J'ai 10 000 idées par jour, ce qui est très frustrant aussi, d'avoir plein d'idées de business, de machin. Donc ça, je me suis un peu canalisé parce que voilà, toutes les semaines, j'avais 4 idées de business à monter. Et tu sais, tu le notes, mais tu sais que c'est infaisable. Mais en tout cas, pour ce qui est du business, en fait, en marketing, tout simplement, je me dis, voilà, quand j'ai sorti la formation, par exemple, les nouvelles méthodes de vente en ligne après 2015, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une méthode où je disais, voilà, des gens cliquent sur une pub, Facebook ou AdWords, et qu'est-ce que font tous les gens? Les gens les envoient sur une landing page, voilà, remplis un email. Je reste dans mon secteur, bien entendu, mais ça peut marcher dans d'autres secteurs, donc produits d'information. Voilà, le jour même, je te filme une vidéo, 2 jours après, une deuxième, 3 jours après, une troisième, vidéo de vente, voilà, webinar, bien souvent enregistré, et peu importe. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, je prends de l'email, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais, quand j'investis 1 € en pub sur Facebook, maximiser mes résultats, mais au maximum, avoir un maximum d'impact. Et en fait, là, je me suis dit, tout simplement, donc, les gens cliquent, ça ne change pas, les gens cliquent sur une pub, soit je prends leur email sur Facebook, soit je donne sur une landing page, ils remplissent un email, ils voient une vidéo 1, ils cliquent sur un bouton en dessous suivant, et quand ils arrivent sur suivant, il y a simplement une phrase qui leur dit, voilà, la vidéo 2, elle est gratuite, il faut essayer de la voir. Il faut partager sur Facebook. Et là, il y a un bouton de partage Facebook. Et bien évidemment, vous partagez ce que vous voulez. L'image, le texte, le lien, etc. Et moi, je partageais la landing page. Et donc ça a eu un effet énorme. Et ensuite, quand les gens allaient à l'étape 3 et voyaient la vidéo de vente, j'étais tellement persuadé en fait de la qualité de mon produit. Je dis voilà, ça vaut 97 €, mais je suis tellement convaincu justement de la qualité, c'est que vous payez seulement 17 € aujourd'hui et 80 € dans un mois uniquement si vous êtes satisfait. Donc vous avez 30 jours pour dire moi je veux pas être prélevé des 80 € restants. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour moi ça paraît basique en fait. J'ai fait en sorte d'avoir ce que je veux et ce que le client veut. Aujourd'hui si je vous dis voilà j'ai une formation, elle vaut 100 €, vous payez 10 € et vous me payez le reste dans 30 jours uniquement si vous avez des résultats, je vais faire 20% de taux de conversion. Et c'est ça que je voulais en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un maximum de taux de conversion et sans que les gens se sentent floués ou ceci ou cela, mais tout en n'ayant pas non plus 50% de taux de remboursement. Et donc là, il faut donner du bon contenu, enfin juste pour pas avoir trop de remboursement, il faut avoir du bon contenu, mais voilà. Mais moi, j'essaye toujours tout simplement de me creuser la tête et tout simplement, je me mets à la place du client. Parce que voilà, j'ai beau être entrepreneur qui fait des formations, j'achète des formations. Donc voilà, quand je vois une page de vente, je me dis tout simplement,
qu'est-ce que le gars pourrait faire pour me donner plus envie? Je ne parle pas des témoignages et ceci, cela, mais qu'est-ce que le gars pourrait me donner qu'est-ce qu'il pourrait me donner entre guillemets envie d'acheter? Et donc voilà, après c'est de la créativité et beaucoup de choses aussi où très honnêtement j'ai pris des choses offline que j'ai amenées online. Il y a un truc, j'en avais parlé il y a des années de ça, peut-être en 2007, 2008, je ne sais plus, où moi je m'étais vachement inspiré de la garantie Darty, le contrat de confiance. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Et moi j'avais sorti un truc, si vous trouvez, non, c'est pas si vous trouvez moins cher ailleurs, j'avais détourné le truc, c'était un coaching à l'époque très cher à 2000 € par mois. Et j'avais dit si vous ne gagnez pas au moins 50 000 € de plus cette année, je vous rembourse plus la différence. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et donc je m'inspire beaucoup de trucs en fait offline comme ça. J'essaie de regarder un petit peu parce qu'il y a des très très bons marketeurs en fait offline, hein, bien évidemment les gros groupes Carrefour, Leclerc, toutes les grandes marques de parfums et tout. Donc j'essaie de m'en inspirer pour voilà, ce qu'on a offline online. Et l'inverse, ce qu'on fait online, l'amener offline. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui on sait que les emails, on a en moyenne 30% de taux d'ouverture, 10-15% de taux de clic. Et j'avais sorti une formation comme ça il y a un an sur la pub offline où je disais voilà, si tu fais une enveloppe manuscrite avec une lettre manuscrite à l'intérieur signée de ton nom, bien évidemment qu'on va dupliquer derrière, hein, et que tu envoies ça par la poste, tu as 95% des gens qui vont ouvrir. Pourquoi? Et là je parle des entreprises bien entendu, hein. Enfin, à la limite même du particulier. Parce qu'en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas en France, quand on va à la boîte aux lettres tous les matins, on sait qu'il y a une facture et donc on ouvre tous les courriers. Parce qu'on sait que si on ne paye pas dans les temps, voilà, il faut payer derrière. Sauf que si tu envoies une enveloppe dactylographiée avec le petit encart, la transparence, je ne sais même pas comment on appelle ça, et le flyer à l'intérieur, personne ne le lit, c'est poubelle direct. Déjà le fait de faire l'enveloppe manuscrite, etc., les gens ouvrent. Donc ça déjà c'est très important. Donc voilà, mon truc c'est ça, c'est tout simplement essayer d'appliquer. En fait, je n'essaye pas de réinventer la roue. Pour moi, l'innovation, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui rapporte le plus de cash. Ce qui rapporte le plus de cash, c'est on prend ce qui a marché dans un secteur, on l'adapte dans un autre. Et je m'adapte aussi, je m'intéresse aussi beaucoup à la VPC. Il y a des VPCistes qui ont fait des fortunes. On connaît tous Christian Godefroy sur Internet, ancien VPCiste qui s'est mis sur Internet et qui a jamais fait de design en fait, qui faisait des pages blanches avec l'accroche rouge et noir, le texte, pas de photos, machin, blabla. Je ne sais pas si ça marche encore, mais en tout cas à l'époque ça a cartonné. Voilà, on prend ce qui marche dans un domaine, on l'adapte à un autre. Internet, c'est juste un média, c'est un moyen, c'est un média, c'est un moyen de diffuser de l'info. Mais ça ne change rien avec ce qu'on avait avant, les journaux, les pubs, magazines, etc. Il y a une deuxième chose qui m'a assez impressionné avec toi pendant ce voyage que j'ai fait ici. On a quand même pas mal parlé et tu m'as raconté vraiment en détail ton parcours. Et 2-3 fois, ça a dû vraiment être vraiment hard pour toi. Il y a eu quand même des grosses galères et c'est vrai que souvent les gens ils ont envie de devenir entrepreneurs, ils ont envie de quitter leur boulot et puis dès qu'il y a une petite galère qui arrive, ils abandonnent parce que voilà, soit ils ont peur parce qu'ils sont plus dans leur zone de confort, soit tout simplement c'est trop difficile pour eux, ils sont pas prêts, ils n'ont pas cette mentalité. Qu'est-ce qui fait que quand tu t'es ramassé ces grosses galères que tu me disais, sans forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui fait que ça t'a poussé à pas lâcher l'affaire, à continuer, puis qui fait qu'aujourd'hui tu es là au Sénégal à kiffer ta vie quoi. Ouais, en fait, j'ai eu pas mal de galères, surtout au début. À un moment, j'étais très confiant, ça marchait bien pour moi pendant 3-4 ans. J'ai eu une grosse galère avant de lancer AdWords, d'ailleurs, hein, j'en parlais tout à l'heure, ma formation AdWords. Et là, je me suis trouvé en fait sans cash. J'avais plus rien, plus les moyens de payer mon loyer et tout. J'étais jeune, j'étais naïf. Moi, je suis pas du tout un gestionnaire. Enfin, j'ai appris à le devenir avec le temps, bien entendu, mais en tout cas, à l'époque, je l'étais pas du tout. Et voilà, j'ai pas vu le truc venir, je me suis trouvé sans cash, j'avais plus rien, plus les moyens de payer mon loyer. Et alors j'ai eu la chance d'avoir mon ami associé Sébastien qui m'a prêté de l'argent. Ça, voilà, je ne le remercierai jamais assez. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, avec Seb, on est associés, mais ça fait presque 28 ans qu'on se connaît. Donc, on est amis bien avant d'être associés. Ce qui est, petite parenthèse, qui est d'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas t'associer avec les amis ou la famille. Je suis d'accord avec la famille, mais pas avec les amis. Parce que voilà, les galères que tu peux avoir, c'est super bien d'avoir un vrai ami à côté de toi voilà, qui va t'aider, enfin, peu importe. Et voilà, j'ai eu une grosse période de galère où j'avais mon indépendance, je gagnais très très bien ma vie et tout, mais voilà, j'ai fait le con, j'ai fait des mauvais investissements.
J'ai payé des prestats qui m'ont pas livré, qui ont fermé les boutiques. Et quand il y a une boîte qui ferme en France, et toi, tu es le dernier payé parce que d'abord, ils payent l'État, les fournisseurs, enfin, pas les fournisseurs, pardon, l'État, l'URSSAF, le RSI, enfin, toutes les charges qu'on connaît. Enfin, je parle pour la France, hein, bien entendu. Et donc, j'ai dû retourner chez mes parents pendant un certain temps. Donc là, grosse claque dans ma gueule. Voilà, où tu retournes chez tes parents, tu es tout penaud, tu n'as plus ta vie en fait, tu n'as plus ta liberté. Donc c'était très très dur, mais là, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai fait le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique où on dort 4 heures par jour, 3 heures, enfin moi j'ai choisi, il y a plusieurs en fait phases, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but, on n'est pas sur une formation sur le sommeil. Mais moi j'ai choisi l'option où on dort 3 heures par nuit et 2 siestes d'une demi-heure par jour parce qu'il me fallait un maximum de temps pour remettre mes business sur la route et je me suis donné 6 mois. Le fait d'être chez mes parents pour mettre de l'argent de côté et repartir quoi, tout simplement. Et donc ça en est chié grave, hein, pardonnez-moi l'expression, mais ouais. J'ai vachement galéré, c'est très dur, c'est surtout là c'est au niveau de l'ego en fait. Vraiment je me disais que j'étais une sous-merde, que j'avais tout foiré, que j'étais bon à rien, enfin ceci, cela, c'était une période très très dure. Mais qui a été aussi, qui m'a beaucoup formé. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai totalement changé de comportement. C'est-à-dire qu'avant j'étais quelqu'un de très stressé, très angoissé. Le moindre petit truc, je pétais un câble et tout. Et si je suis au Sénégal, c'est aussi pas pour rien. C'est que maintenant, je suis vraiment un mec cool qui relativise chaque problème à sa solution. Et voilà, enfin, quand vous vivez ici, il vaut mieux être cool d'ailleurs, hein, parce que sinon c'est juste pétage de câble. Mais donc voilà, j'ai connu ça, donc je dis merci à mon associé, merci à mes parents. Ce qui a fait que j'ai continué, c'est tout simplement que j'ai pas voulu lâcher mon rêve. Mon rêve, moi je suis issu d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Et depuis tout gamin, en fait mon rêve c'était d'offrir une baraque à mes parents. C'était mon rêve de base, quoi. Je ne vais pas rentrer dans la psychologie de comptoir à 2 balles, etc. Mais c'était vraiment mon rêve, hein. Donc voilà, peu importe. Et je voulais gagner un max de thunes, enfin, je m'en cache jamais. C'est la base, enfin, je ne bosse pas pour la gloire. Comme j'adore mon métier, ma plus grande satisfaction, c'est quand des clients me disent qu'ils ont réussi, mais je ne bosse pas pour la gloire. Et donc voilà, par contre, je me suis donné 6 mois. Et je m'étais dit, si au bout de 6 mois, je n'arrivais pas à redécoller, là, j'aurais pas le choix de faire comme la majorité en fait, des Françaises, qu'on est très très peu. Au final, il y a un tout petit pourcentage. J'avais le chiffre l'autre jour, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un tout petit pourcentage de gens qui sont entrepreneurs en fait en France. Et moi je voulais pas de cette vie-là en fait, ça m'intéressait pas, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité, donc je voulais m'accrocher à mon rêve, je me suis donné 6 mois. Et ça aussi c'est la force c'est la force du cerveau, enfin de la conscience et tout, se donner des délais, etc. Enfin bref, voilà, j'ai réussi, j'ai galéré, j'ai fait des petites prestats au début à droite, à gauche pour bouffer, parce que je voulais donner de l'argent à mes parents pour les aider, parce que ceci, cela. Et en fait, c'est mon idéal de vie en fait qui m'a, je pense, sauvé la vie. C'est que moi, je me voyais jamais aller salarié, genre à Paris, comme j'en connais beaucoup, des bons amis, hein, mais chacun son style de vie. Mais métro, je me lève à 6 heures, métro à 7 heures, boulot de la journée, je rentre à 21 heures le soir. Voilà, moi, c'était pas mon délire en fait. Et je préférais gagner moins, mais avoir ma liberté. Et j'avoue aussi que voilà, j'aime pas moi, j'aime être le patron. J'aime pas quand j'ai un patron au-dessus. Après, ça, je pense que c'est aussi mon tour entrepreneur. Donc, bref, j'en ai chié. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis bougé le cul. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire pour gagner de l'argent vite. Donc, j'ai fait des événements en fait. Donc, j'étais à Saint-Malo, j'avais distribué des flyers partout dans la ville. Je disais voilà, chambre de commerce. Formation gratuite pendant 2 heures le samedi matin à la chambre de commerce. Ça dure 2 heures. Je vais vous apprendre comment faire connaître votre commerce sur internet. Et à la fin, en fait, je vendais des DVD ou des prestations de services pour les gens qui voulaient plus ça marchait pas mal. Je suis passé par un site qui s'appelait Learn à l'époque. Je crois que c'était LE2ARN et maintenant ça s'appelle Learn Assembly, où j'allais à Paris 2 fois par semaine. C'est eux en fait, vous avez une expertise. Par exemple, moi j'étais très bon en AdWords, en référencement local, etc. Et voilà, ils vous amènent 40 clients, chaque personne paye 40 € et ils vous redonnent 80% de l'argent. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai multiplié en fait tous ces trucs-là, donc j'ai donné ma personne, je vendais mon temps. Voilà. Ce que je fais plus aujourd'hui, ce que je déconseille tout le temps, mais j'avais pas le choix, je vendais mon temps. Mais ça m'a permis de me refaire une petite santé financière et de repartir après. Mais voilà, je regrette pas en fait ces moments de galère parce que ça m'a convaincu que j'étais fait pour être un entrepreneur. Parce que si j'étais retourné salarié, que j'avais choisi le schéma un petit peu comme tout le monde, en tout cas dans ma tête,
j'aurais pas été entrepreneur. Et le vrai truc pour moi, je le dis assez souvent, bien évidemment, on va pas se le cacher, on est là pour faire du cash, du business, mais ma plus grande satisfaction en tant qu'entrepreneur, c'est d'être libre. Là, je suis là, aujourd'hui, je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs, peut-être 15h, 16h, je suis avec Vincent, on est venu se poser à la plage à un quart d'heure de chez moi, et on est en train de faire une petite vidéo, voilà, j'aurais jamais pu faire ça en France, donc pour moi, ça, c'est ma plus grande satisfaction. Il y a un autre truc qui me fait toujours un peu rire dans le monde de l'infopreneur, c'est les vendeurs de rêves. C'est vrai que quand on lit des pages de vente, alors tout le monde le fait à plus ou moins grande échelle, mais voilà, on annonce des gros chiffres, on dit que c'est facile, il y a 3 clics, il y a tout ça. Et moi, de ce que j'ai vu, il y en a beaucoup qui galèrent, qui achètent de formation en formation. Et c'est vrai qu'on tombe aussi sur tes pages de vente, sur tes formations, des fois, tu vas pas de main morte niveau des promesses, niveau tout ça. Est-ce que tu es juste là pour encaisser du cash ou est-ce que vraiment tu y crois et comment tu gères cet aspect-là? Parce que forcément, voilà, tu es aussi copywriter à la base et en même temps, moi, j'ai déjà vu plusieurs de tes élèves réussir, mais au-delà de ça, comment tu gères ce côté-là entre le promesse, les copywriting et en même temps la qualité de ta formation en plus, dans ce business, tu sais très bien comment ça se passe pour beaucoup de gens. Je sais que toi, tu es transparent et du coup, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, quoi. C'est parti. Tu m'as demandé d'être transparent, donc du coup, j'ai ma cigarette et ma bière à la main. En fait, on a déjà souvent parlé, si tu veux. Moi, j'essaie toujours d'être transparent et honnête avec mes clients. C'est pas pour ça que je fais cette interview, c'est pas pour rien. Et alors, bien sûr, on est dans du copywriting. On est là pour vendre et on est obligé de mettre des promesses fortes. Enfin, moi, j'en ai parlé plein de fois, j'ai fait des tests AB sur des formations. Tu avais une formation, par exemple, c'était, j'ai plus le titre exact, mais en gros, comment optimiser vos taux de conversion. Et l'autre formation, c'était comment gagner 5 400 € par 1000 visiteurs sur votre site. Voilà. Parce qu'en gros, moi, c'était la moyenne que j'avais par visiteur. Enfin, après, c'est un calcul, hein, visiteur, prospect, client, c'est la moyenne que j'avais. Et forcément, dès qu'on met un chiffre, ça marche plus. Maintenant, si le produit tient la route derrière et si tu ne vends pas du vent, s'il y a un produit qui est bon, moi je sais que j'ai la satisfaction d'avoir très peu de demandes de remboursement. Et les gens qui me demandent des remboursements, en général, je les rembourse parce que c'est quoi? C'est des gens ils sont en galère. Ils sont soit étudiants, soit au chômage ou machin, et ils ont besoin de thunes à un moment donné. Et voilà, s'il faut leur rembourser 100 € pour que ça puisse les aider à bouffer à la fin du mois, ça ne me dérange pas. Et surtout que c'est des gens en général qui me disent oui là, mais par contre je vais te reprendre une formation dès que je peux. Donc voilà, j'ai jamais eu en fait de clients qui m'ont dit ta formation c'est pourri, tu m'as vendu de la merde, rembourse-moi. Donc ça c'est la grande satisfaction. Donc voilà, on est dans le milieu du marketing, on vend. Ouais, c'est sûr, mais on est obligé, sinon ça ne marche pas. Maintenant, donc ta question c'était qu'est-ce que je pense de tout ça? Et on va mal t'entendre, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu te positionnes face à ça, quoi? Ouais, ce que je fais tout simplement, c'est que j'essaye en fait de bien choisir en fait mon audience. Alors c'est pas évident. Je sais moi, ce qui me fait de la peine en fait, c'est quand je vois des gens qui me suivent, qui me posent des questions et où je vois que la personne est totalement débutante, qu'elle n'y connaît rien. Et là, en général, je dis ouvertement aux gens d'aller chez mes concurrents directs. Et je dis allez voir les formations. Et je vois souvent les gens chez eleform.com en fait, qui vendent des formations à 40 € sur comment on monte un blog WordPress, comment on monte un PrestaShop, voilà, tous les fondamentaux en fait, toutes les bases, c'est pas cher. Et je leur dis revenez chez moi après si vous avez encore envie de faire le truc. J'essaie vraiment de filtrer. Maintenant, comment je me comporte par rapport à ça? Je me suis mis une sorte de filtre parce que moi à la base je suis quelqu'un j'aime les gens quoi. Et je supporte pas quand quelqu'un galère. Et quand je vois quelqu'un qui a acheté une formation, qui m'envoie 2, 3, 4 emails où je vois qu'il ne comprend rien, là c'est moi directement qui rembourse et qui dit t'es pas prêt pour faire ça. Voilà comment je me positionne, tout simplement. Maintenant, comme beaucoup de gens dans ce domaine-là, je me reçois tous les jours des insultes sur YouTube, sur Facebook, par email, etc. de gens qui n'ont jamais acheté les produits. Ça c'est juste des gens jaloux, enfin dans le jargon on appelle ça des trolls, mais ça c'est pas grave. Mais pour la faire simple, je suis convaincu de ce que je fais. Toutes les formations que je fais, je n'enseigne que des choses qui n'ont marché pour moi. Jamais je vais montrer un truc jamais je vais donner juste de la théorie sur un truc que j'ai pas fait en fait, tout simplement. Je n'enseigne que ce que j'ai fait. Et je pense que c'est la valeur ajoutée, ce que je faisais pas d'ailleurs avant.
Et je pense que c'est pour ça que ça marche autant sur Marketing Hack. Mais plus que tout, j'essaye d'être vraiment transparent avec les gens et ceux qui me suivent le verront. Si vous me suivez, vous le verrez. Je ne fais pas des pages de vente comme je faisais avant avec le prompteur, le fond vert, le truc tout scripté, etc. Où on est vraiment dans la manipulation, dans l'émotion, etc. Je dis les choses cash comme je suis et en tout cas c'est ce qui marche. Mais je pense que ça marche en fait dans tout business. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour faire un one shot. Enfin, quand j'ai monté Marketing Hack, c'est pas pour faire un one shot. Je veux des clients sur le long terme et je le vois aujourd'hui. Dès que je sors un produit, c'est tout le temps, enfin là je vais en prendre 10 parce que j'en ai 10 en tête, parce que sur ClickFunnels on voit les 10 premiers résultats, mais à chaque fois les 10 premiers emails, je les reconnais parce que c'est des gens qui ont déjà acheté, qui achètent les yeux fermés, qui sont convaincus. Donc voilà en fait si tu veux comment je me positionne par rapport au truc, c'est que je suis convaincu de ce que je fais, en aucun cas je ne ferais, je vendrais un truc pour faire de l'argent si je pensais que les gens ne seraient pas satisfaits. Ok, cool. Bah écoute, merci pour ta franchise. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence aujourd'hui dans un business. C'est que bon, à l'époque, on pouvait sortir une petite formation comme ça, il y en avait peu, donc les gens ils tombaient un petit peu dans le panneau. Aujourd'hui, voilà, si on veut vraiment se démarquer, il faut du bon contenu. Il faut surtout aussi innover, ça c'est clair, on en a discuté. Et je pense que voilà, ton lifestyle et comment tu dis les choses, c'est. En tout cas, voilà, peut-être à certains clients qui sont costard cravate, ça ne va pas leur plaire parce que oulala, on sort un petit peu des codes, oulala, il y a une bière sur la table. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ce n'est pas juste des gens qui rêvent d'avoir une cravate, costard cravate. Tu vois, y a les gens aujourd'hui, pour moi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont peut-être être un peu choqués par ta vidéo parce que tu vas dire, parce que tu auras une bière sur la table. C'est peut-être les gens qui sont costard cravate et qui ont envie, qui voient l'entrepreneuriat comme une machine à millions ou quelque chose de ultra sérieux. Je ne dis pas que c'est pas sérieux, mais je dis juste que vraiment, si on se donne à fond, si on est qui on est, et puis si on n'essaye pas de se créer des faux styles et qu'on est vraiment. Enfin, moi je l'ai vu dans mes business où à un moment j'essayais de faire certaines choses qui ne me correspondaient pas. Je pense qu'aujourd'hui, si on est transparent et puis qu'on est qui on est, les gens, voilà, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Mais ceux qui adhèrent, du coup, on va vraiment pouvoir avancer avec eux. Donc voilà, je te remercie pour tout ça. Je te remercie aussi de m'avoir invité ici au Sénégal et puis à la prochaine.